suis ravie de cette invitation à pouvoir venir poser mon témoignage parmi vous aujourd'hui, avec un angle très particulier que j'ai choisi, qui est l'axe du temps, parce que le temps, il est venu dire beaucoup de choses pour moi dans cette histoire. Et donc j'avais envie de vous parler de prendre le temps à temps. Alors, dans une vie antérieure, j'étais directrice commerciale dans l'industrie du cycle, dans un grand groupe international. Et puis, le PDG de la filiale française a changé. Et puis là, tout a changé. Et ça a été le début d'une grande descente aux enfers. La couverture de mon livre, comme vous le disiez justement, j'ai voulu reprendre cet engrenage un peu des temps modernes, mais ce sont des roues de vélo, puisque je travaillais dans le vélo. Et donc c'est mon histoire, voilà. C'est mon histoire que j'ai voulu raconter. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a tout coché, avant de tout cocher. Des belles études, une belle carrière, un beau mariage, des beaux enfants, une belle maison et même un beau chien. Et puis un matin, elle s'est réveillée en clinique psychiatrique. Et ça a été très très douloureux. La première question que je me suis posée, mais qu'est-ce que tu as raté? C'était très sévère et très violent. Pourquoi toi tu es là, alors que les personnes qui t'ont fait mal, eux ils continuent au quotidien? Ça a été quelque chose qui a été longtemps cette introspection que j'ai voulu mener. Et puis, dans cette clinique, ça a été une rencontre qui s'est imposée et qui a été l'écriture. L'écriture, elle m'a sauvé la vie. C'est un psychiatre qui m'a prescrit l'écriture. Au début, je me suis dit, oula, un psychiatre qui me demande d'écrire, il va peut-être vouloir me coller un diagnostic. Je suis déjà bien abîmée, alors si en plus il me trouve un trouble quelconque, ça va être compliqué. Et puis finalement, dans les insomnies aidées, j'ai laissé jaillir des mots. Et de ces mots, ils sont venus poser sur mes mots MAUX. Et ces émotions qui ont jailli sont devenues peu à peu un manuscrit, et puis ça a été une rencontre magique avec un éditeur, une belle maison, Erol, qui a été courageuse et qui a bien voulu publier, parce qu'avant tout, c'est une maison d'édition, mais c'est aussi une entreprise. Et donc, publier sur ces sujets-là, il faut être aussi un peu courageux. Alors, c'est écrit sous format d'un roman. Le titre, pour vous dire, je ne te pensais pas si fragile, c'est la phrase que mon patron m'a dite pour accueillir mes premières larmes. Ce qui pose déjà le décor, et ce projet d'écriture, c'était avant tout un projet de vérité. Alors, un roman, oui, j'ai romancé les noms, les lieux, mais l'histoire, c'est mon histoire. Alors, je dirais un roman, oui, plutôt une fiction de faits réels. Et ça a servi à libérer la parole, en tout cas, c'est ce à quoi ce qui m'anime aujourd'hui, libérer la parole sur ces sujets-là. Et donc la voix, derrière ce livre, il y en a 3 voix, il y a 3 niveaux. Il y a à la fois un cri silencieux qui a surgi de mon cœur pour pouvoir dire un petit peu l'indicible. Et puis, il y a la voix pour parler pour ceux qui ne peuvent pas parler et que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Accompagner aussi avec ce livre la solitude de l'isolement et la culpabilité, parce qu'effectivement on est empreint à une culpabilité profonde. Et puis j'espère que ça sera un écho, l'idée que des gens raisonnables puissent entendre et peut-être comprendre. Voilà. Et la question que je mets ici et que je pose, c'est si mes mots traversaient l'indifférence. Voilà. Et s'il y avait une réconciliation possible entre l'homme et son travail.
Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est pourquoi j'ai entamé un road trip à la sortie de mon livre l'année dernière. J'ai pris mon petit van, un petit combi Volkswagen des années 70 et j'ai fait un tour de France. J'ai fait une trentaine d'étapes. J'ai fait fabriquer 2 grandes magnettes à frigo que j'ai collées sur la carrosserie. La souffrance au travail, on en parle. Et là, j'ai ouvert les portes de ce combi. Et au-delà d'un lieu de dédicace, c'est devenu un vrai confessionnal. Et je me suis surprise de 2 choses. Un, de me rendre compte que les chiffres qu'on annonce, les chiffres publiés sur le nombre de burn-out, cas sévères, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce que j'ai vu sur le terrain, personne n'est épanoui. Vous avez le secteur public, le secteur privé, cadres, exécutants, hommes, femmes. Alors même si la journée est dédiée aux femmes, et même si je suis une femme concernée par ce sujet, je voulais vraiment prendre juste un instant pour parler des hommes, parce que peut-être que les femmes ont cette possibilité de parler, de s'exprimer plus aisément, je dirais. Dans mon combi, il y a des hommes qui sont montés. Il y en a un jour qui s'est autorisé à pleurer et qui m'a remercié, qui m'a dit « je n'ai pas d'espace où pleurer ». Je crois que les hommes sont face à quelque chose de compliqué par rapport à la vulnérabilité et qui est beaucoup plus facile d'accueillir chez la femme. Et donc je crois qu'il ne faut pas les oublier. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est mon témoignage. Je ne suis pas du tout experte en psychopathologie du travail, mais je veux juste vous livrer mon expérience. Dans mon livre, je l'ai commencé par la définition du burn-out. Et ma définition à moi du burn-out, c'est un processus d'accélération qui entraîne une sortie de route. Le corps est catapulté, puis violemment écrasé. La profondeur de l'impact détruit la confiance, l'estime et la dignité. Ce crash mène à la perte de l'identité. La culpabilité ronge l'être. C'est ça, aujourd'hui, moi j'ai ressenti cette métaphore de cette accélération, de cette grande vitesse que l'on peut avoir à vélo, effectivement, puisque si je reprends cette métaphore du vélo, j'avais la tête dans le guidon et j'allais plutôt vite. Et tout ça nous ramène au sujet que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui était la notion du temps. La relation au temps et notre relation au temps, pour moi le temps c'est une succession d'instants. Le temps nous est compté, alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Dans les bons moments on essaye de le suspendre ou d'étirer le temps. Ou parfois on essaye de tuer le temps. Mais en tout un tas de raisons, le plus souvent on essaye de gagner du temps. Gagner du temps, pourquoi? Parce que toujours plus, peut-être est-ce qu'on recherche à gagner du temps pour gagner plus d'argent? Il faut se poser la question. En tout cas, on évite de perdre son temps. Et dans cette relation au temps, ce qui vient se poser, c'est ici tous ces petits traits, c'est toutes ces pensées et tout ce que l'on fait dans ces instants qui viennent se superposer et qui sont pour moi cette charge mentale en fait, et qui vient prendre de plus en plus d'espace dans nos emplois du temps, dans notre temps de travail. Travailler toujours plus, mais avec toujours moins. Le titre 3 de mon chapitre 3, je l'ai intitulé « Le marathon ». Le marathon, pour moi, c'était vraiment après mon marathon du travail, j'enclenchais ma journée marathon. J'ai deux ados. À l'époque, elles avaient 7 et 10 ans. Et je crois qu'on est vraiment dans un effort sportif. Et ce qu'on peut demander à un sportif de haut niveau, il a une ligne d'arrivée. La difficulté, c'est quand vous recommencez tous les jours et que vous n'avez pas de ligne d'arrivée. Et c'est là qu'à un moment donné, on est happé par ce temps. Et le réflexe, le plus souvent, parce que c'est souvent ce que j'entends, on s'attache au futur. Donc finalement, on se réjouit de vivement la fin de ce projet, ou vivement
ce salon qui se termine, je vais pouvoir me reposer ou faire autre chose. Ou vivement les prochaines vacances, je les attends, je compte les jours. Ou vivement la retraite, j'aurai du temps, je pourrai me reposer. Et au final, on n'est plus dans l'instant, on n'est plus dans le moment. On est dans le moment sans conscience, mais on vit exclusivement par une projection du futur, en fait. En imaginant que le futur sera meilleur. Alors le temps, il file. Et c'est là que vient ce mot de lâcher prise, qui était difficile pour moi à comprendre. Comment lâcher? Lâcher quoi? Je crois que le temps, il file. On ne peut pas contrôler le temps. Alors pourtant, toute l'activité humaine essaye de le maîtriser. Et dans cette maîtrise et dans ce contrôle, finalement, qui est impossible, puisque évidemment le temps perdurera même après nous. Et ce lâcher prise, finalement, c'est concrétisé pour moi par lâcher ce sur quoi je n'ai pas de prise. Lâcher sur ce sur quoi je n'ai pas de prise. Et très souvent, on entend « j'ai pas le temps ». Mais vous l'avez compris, le temps, on ne peut pas l'attraper. On peut juste le prendre. Le prendre, ce temps, c'est quelle priorité je me donne? Où est-ce que je le pose? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Ensuite, je dois dire que, au-delà de cette notion du temps, ce qui a été important pour moi, c'est la fin d'une croyance, la croyance que j'étais Wonder Woman. Parce qu'effectivement, je menais de front toutes mes vies, j'en avais plein. Une vie de femme, une vie d'épouse, une vie de mère, une vie de directrice commerciale, une vie sociale. Et effectivement, il m'a fallu comprendre que ma plus grande fragilité avait été de croire à mon invulnérabilité. Je vous disais le titre tout à l'heure, c'est la phrase que mon patron m'a dite, mais ce livre c'est aussi un éloge à la fragilité. Un éloge à cette fragilité parce que j'ai découvert qu'à travers la fragilité, c'était mon humanité. La première fois que j'ai poussé la porte d'un psy, j'étais pas très fière. Il m'a beaucoup aidée parce qu'il n'avait pas mis de plaque sous sa sonnette, alors quand j'ai sonné, je me suis dit, il n'y a personne qui regarde et qui voit que je rentre chez un psy. Et puis je lui ai dit, voilà, je ne pensais pas avoir de limite et il semblerait que je les ai dépassées et paraît-il, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il m'a dit, bienvenue chez les humains. J'ai adoré, je lui ai dit, on va se revoir. Et donc ça a été un démarrage. Alors, j'ai pensé, et je fais pas mal de prévention et d'intervention, et moi j'ai caractérisé les étapes. Alors je vais aller un peu vite parce qu'il y a certaines choses qui résonnent beaucoup à ce que vous avez dit, mais les 10 étapes du burn-out par lesquelles moi je suis passée, c'est effectivement la pleine confiance. Ce que j'appelle la pleine confiance, c'est que j'étais fière d'appartenir à une entreprise de cette renommée en fait. J'aimais mon travail et j'étais investie, engagée. Voilà. Et puis, à un moment donné, l'étape 2, ça a été les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans l'organisation du travail, une certaine défaillance, un manque de moyens. Alors pour moi, ça a été un manque de moyens humains, moyens financiers, et un manque de temps parce qu'il fallait faire plus vite, mais avec moi. Et quand j'ai commencé à faire un rapport d'étonnement pour savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça, parce que mes objectifs, ça va être pas possible à remplir, on m'a répondu, t'inquiète pas, on va t'offrir une formation en gestion de priorité. Alors ce qui est de l'ordre d'une pathologie de l'organisation du travail, ça vous est renvoyé comme une insuffisance personnelle. Alors après, ça a été une baisse de régime, parce qu'à force de donner plus pour pouvoir quand même ne pas me retrouver dans une situation délicate, et dans cette baisse de régime, j'ai vu démarrer des problèmes de concentration, je devenais plus lente. Il faut que je me repose, mais comment me débrancher? Et puis l'étape 4, ça a été le pilotage automatique. Je suis mauvaise, je dois travailler davantage parce que je me rendais compte que je perdais en performance. Je me rendais compte
concrètement que ce qui me demandait une journée auparavant pouvait m'en demander 2. Ensuite, la 5e étape, ça a été le décrochage. Mon niveau à moi de stress était proportionnel au nombre de mails non lus dans ma boîte aux lettres. Quand je dépassais 2000, j'imaginais qu'il pouvait y avoir un mail bombe que j'allais peut-être laisser passer et qui pouvait être très dommageable pour moi, pour quelqu'un, pour mon travail, pour ma carrière, pour peut-être une faute professionnelle. Donc je n'allais plus déjeuner, plus de pause, j'utilisais tous ces temps pour vider cette fameuse boîte, profiter qu'elle ne se remplisse pas quand les gens sont en pause, mais tristement elle se remplit et même la nuit, donc ça devient très compliqué. Même en vacances, quand vous partez, vous regardez quand même vos mails. Donc après donc l'alarme déclenchée, c'est parce que aller au travail m'a demandé un effort considérable. Mon corps me parlait avec des mots MAUX. J'étais un zombie, je mettais ça sous le coup d'une fatigue passagère. Et puis, l'étape 7, sortie de route. Isolée, je commence à... Impossible de m'arrêter, l'arrêt de travail, c'était pas possible, j'avais rien de cassé, rien de physiquement cassé. Alors, finalement, tout pouvait fonctionner. J'écoutais à l'époque beaucoup mon mental et pas mon corps. Et donc, personne ne fera mon travail. Et quand je reviendrai, ça sera l'enfer. Et puis, laisser mes équipes, déjà qu'on n'y arrive pas, alors c'est le capitaine qui est plus le navire, c'est compliqué. Alors, l'étape 8, c'est s'accrocher. Là, c'est mon pharmacien qui est venu mon meilleur ami. J'ai vidé tous les rayons des vitamines, phytose, tout ce qui pouvait m'aider pour essayer de m'accompagner, mais c'était jamais assez. Et je me rendais bien compte qu'à la maison, ça devenait de plus en plus difficile, les enfants, les devoirs, les tâches ménagères, une certaine susceptibilité qui vous renvoie aussi à quelque chose de personnel. Voilà. La culpabilité, enfin, parce que mon travail n'avait plus de sens, en fait. Hein, j'étais dépassée, submergée. Alors j'entendais, hein, je devais m'endurcir, les autres y arrivent bien. Donc, finalement, le problème, il vient de moi. Et puis un matin... ça a été le crash. J'ai plus pu me lever, mon corps d'une manière ou d'une autre, il a dit stop. Et effectivement, je fais partie de cette statistique des gens qui ont voulu que ça s'arrête, parce que j'avais trop mal. Ce que je voudrais dire à travers ça, c'est que non, on n'est pas si fragile. C'est le travail qui est malade, c'est pas nous. On est fragilisé. C'est différent. Et c'est ça qui est important. Alors, je dois dire que les raisons qui m'ont fait rester dans ce job, il y en a 4. La première, c'est la dépendance financière. L'argent, le niveau de vie. La période qui est quand même loin du plein emploi. Beaucoup de personnes m'ont dit « Mais pourquoi tu n'as pas démissionné ?» C'est terrible d'entendre cette phrase. Ce questionnement, à chaque fois, je rajoutais 2 mots. Pourquoi tu n'as pas démissionné, pauvre idiote? Je répondais parce que finalement, tu me renvoies la culpabilité de ce qui m'arrive. C'est de ma faute. Alors, cette dépendance financière, elle m'a fait croire que j'avais pas le choix. Et puis, il y a eu ma valeur travail, mon engagement, ma loyauté. Ma loyauté, un mot qui n'est pas toujours réciproque. Et quand je m'en suis rendu compte, ça a été très déceptif. Cette conscience professionnelle. Il y a eu le temps, parce que quand on est la tête dans le guidon, à fond, on commence à sentir cet épuisement qui arrive. Même si on a envie de s'extraire, encore faut-il avoir le temps de faire une recherche d'emploi, parce que c'est un job à plein temps de s'extraire. Donc le temps a aussi joué. Et enfin, je dirais que c'est le conformisme. Cette injonction à être fort. Cette course à la performance, à réussir sa vie. Il faut réussir ta vie. Il y a une véritable pression culpabilisante de ne pas réussir et donc de rater sa vie. La peur de l'échec. Et ce conformisme, il est venu me couper dans l'ensemble de mes ressentis par rapport à mes besoins. Alors je voudrais vous dire une chose, c'est qu'être épuisé, c'est pas une qualité. Et donc c'est très important de savoir s'écouter.
Alors pour revenir au temps, la question qu'on me pose souvent, c'est combien de temps? Combien de temps ça t'a pris pour aujourd'hui pouvoir aller mieux? Dans combien de temps je vais pouvoir retourner travailler? Ça, je pourrais en parler d'une heure, mon parcours, ma reconstruction, comment j'ai pu renaître de mes blessures. La notion de temps et la notion de guérison, je crois que c'est quand on ne se pose plus cette question, dans combien de temps, et qu'on a lâché prise sur le temps, et qu'on a une grande démarche d'humilité, de se dire que peut-être aujourd'hui c'est difficile, demain ça va mieux, après-demain on ne sait pas. Il faut être juste dans cet instant. Alors prendre le temps à temps, pour moi, c'est ne pas rester seul. C'est la première recommandation, je dirais. Accepter de se faire accompagner. Accepter l'alliance thérapeutique, parce que cette alliance thérapeutique, c'est une béquille et on peut en avoir besoin. Moi-même, j'ai passé 2 mois en clinique. Et ça a été un vrai contrat avec moi-même. Ok, je vais accepter la thérapie, je vais accepter les médicaments. Et puis je sais que dès que je me sentirai un petit peu mieux, je lâcherai cette béquille et j'irai mieux. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Je dirais qu'il faut passer de la to-do, c'est un jeu de mots, to-do list à la to-do, D-O-U-X list. Et là, on est sur quelque chose qui vient interroger la notion de fatigue. Et si la fatigue était un mécanisme protecteur qui vise à conserver l'équilibre vital, comment est-ce qu'on voit la fatigue? Comme un inconvénient, à ne pas faire, à ne pas plus faire. Mais je crois que c'est aussi un moment de ressourcement intérieur. Si je peux résumer, pour moi, le burn-out, ça a été l'effondrement d'un monde extérieur. Ça a brûlé à l'intérieur, mais dans cette place intérieure, grâce à l'écriture est allée connecter cette seule lumière à l'intérieur qui brillait. Alors toute la façade était éteinte. Et elle m'a emmenée dans ce chemin à découvrir un trésor. Et je peux vous assurer que ce trésor, il est magnifique. Alors, s'autoriser à aller mal, ça c'est aussi important. Parce que, et si ce n'était pas vos capacités qui étaient en cause, mais vos conditions de travail en fait. Pourquoi juger d'abord c'est moi? Un jour, un thérapeute m'a dit quelque chose, et j'ai beaucoup aimé l'image. Il m'a dit, alors Emmanuel, si je te demande d'ouvrir une porte, tu as bien appris, 2 ans, 3 ans, tu avais très envie, trouver une poignée, appuyer dessus, t'accrocher, l'ouvrir finalement. Donc je sais ouvrir une porte. Il me dit, maintenant si je te demande d'ouvrir une porte, mais qu'elle a été fermée à double tour, est-ce que c'est toi, ta valeur? Est-ce que c'est ta capacité? Ah non, c'est justement que la porte, elle a été fermée, donc les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse appuyer sur la poignée et l'ouvrir. Donc voilà, posez-vous aussi la question, j'aime bien, si les conditions de travail sont réunies pour que je puisse faire un travail de qualité. Parce qu'on parle de qualité de vie au travail, mais est-ce qu'on parle de la qualité du travail? La qualité de vie au travail, j'ai entendu un jour Marie Peset dire ça et ça m'a fait vraiment sourire parce qu'effectivement, la qualité de vie au travail, c'est un peu comme les pommes bio dans la salle amiantée. Et je crois que c'est vrai. Quelle est la qualité? Et enfin, pour moi, le burn-out, c'est ce que j'appelle moi la panne d'essence, mais la panne des plus loin sens. On se coupe de tous ces ressentis. Et effectivement, dans cette phase de reconstruction, il m'a fallu autre chose, le retour au sens, le retour à mes différents sens, et donc un accompagnement très holistique, comme ce que vous pouvez retrouver dans ces cures, ce contact avec l'eau, toutes ces thérapies autour qui vont venir combler non pas les médicaments exclusivement, un pansement sur le psychisme, mais s'occuper du corps, et s'occuper du corps physique, et s'occuper du corps émotionnel. Alors, je fais pas mal de prévention, je vous invite, il y a un humoriste incroyable qui m'a fait une vidéo qui présente mon film, je ne peux pas vous le passer là, il n'y a pas le son, il s'appelle Karim Duval, il a fait sur YouTube, vous le trouvez, Karim Duval, un petit tuto toxique.
Et je crois que l'humour permet de placer vraiment beaucoup de choses. Alors j'ai failli perdre ma vie, avoir voulu la gagner. Aujourd'hui, je peux vous assurer que je vis tout pleinement, chaque instant, et je suis gagnante de ça. Je ne sais pas si j'ai le temps, je voulais juste terminer par un petit passage de mon livre. Pour rendre hommage un peu à l'écriture. Écrire est devenu plus qu'un soulagement, un besoin. Poser des mots sur ce qui m'est arrivé, reconnaître enfin que tout n'est pas ma faute. Chercher les moments où j'aurais pu me protéger, comprendre que je lui ai laissé trop d'emprise. Il a très vite cerné mes failles, mis les doigts dedans et tiré très fort pour déchirer la confiance en moi que j'avais eu tant de mal à construire. Je l'ai laissé me faire douter de moi, remettre mes acquis en question. Je l'ai laissé m'isoler, semaine après semaine, avec ses paroles fielleuses qui me poussaient à me méfier de tout et de tout le monde. Chaque jour, j'attendais un nouveau couteau planté dans mon dos. Dans quel but ? Je ne le saurai jamais. Ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est comment je suis arrivée là et surtout comment je vais m'en sortir. Peu à peu, choisir le mot juste, faire naître en moi une évidence. Je ne jette plus mes émotions sur le papier dans l'unique espoir de m'en débarrasser. Je n'écris plus de manière purement cathartique. Je témoigne. C'est là-dedans que je trouve un sens à toute cette histoire. Dans l'histoire que grâce à mes écrits, je puisse empêcher d'autres de subir le même sort. Peut-être même cela m'aidera-t-il à guérir. Alors, je voulais laisser aussi peut-être un petit espace de questions. Je ne sais pas si des personnes ont une ou des envies de questions. Et en tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, beaucoup LinkedIn, parce que LinkedIn, on est au cœur du travail. On y retrouve tout l'écosystème de la santé au travail et c'est un lieu où j'aime bien m'exprimer pour justement prévenir,